Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on ne va pas analyser un match de foot ensemble, mais je vais vous parler d'une vision qui pourrait nous permettre de parler foot autrement et surtout d'y associer des théories d'apprentissage différentes de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut connaître dans l'entraînement à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va avant ça voir plusieurs choses ensemble. C'est des choses qu'on nous a expliquées, des choses qu'on peut voir, des choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais c'est des visions qui ne sont selon moi pas forcément fausses, mais qui sont incomplètes si on est dans une optique de développer un joueur intelligent. C'est un terme qu'on retrouve énormément et mis un petit peu partout, mais dans ce qu'on propose à l'entraînement, dans la vision du foot que l'on a, et moi je trouve les solutions un peu incomplètes. C'est pourquoi je vais essayer de vous présenter quelque chose qui a révolutionné ma façon de penser et qui est selon moi quelque chose de très très intéressant qu'il faut encore approfondir, travailler, mais la vision et, euh, et l'analyse qu'on va avoir grâce à ces outils sont vraiment très très intéressantes pour la suite. Donc on a déjà tous vu ou entendu parler de ce genre de découpage pour analyser un match de foot. On découpe en 3 zones: zone de conservation, zone de progression, zone de déséquilibre. Et en fait, à chaque zone géographique, on va y associer plutôt des principes d'action. Alors, dans la quête de créer un joueur intelligent, de permettre à nos joueurs de réfléchir au jeu, ce n'est pas quelque chose qui est forcément adapté, je trouve. On enferme le joueur dans des idées préconçues par rapport à une situation géographique du terrain. Donc on l'éloigne du jeu. Et donc selon moi, ce n'est pas forcément quelque chose d'idéal. Je ne vais pas m'attarder et vous expliquer pourquoi, selon moi, cette vision n'est pas complète et ne permet pas une vraie analyse du jeu. On va juste essayer d'en voir quelques-unes. On a, on a cette vision également, donc c'est plutôt la vision qu'on a au Barça. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus sur un espace géographique, mais on est concentré sur le porteur de balle et sur le ballon. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne vais pas m'attarder à vous expliquer cette analyse du foot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore incomplet parce que ça oublie certains éléments du jeu qui sont pour moi primordiaux. Donc là, on se concentre sur notre équipe, sur le porteur de balle, et on y crée des phases, des espaces, je ne sais pas vraiment comment on les appelle, euh, où en fait on va apprendre ça à nos joueurs pour s'organiser et essayer de les aider à mieux comprendre le jeu. Mais encore une fois, moi je trouve qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment complet. On entend tous parler aussi de jeux de position qui s'opposent à un autre courant d'idées, si je peux dire ça, le relationnisme. Alors, dans un premier temps, le jeu de position, très simplement, c'est d'occuper de manière idéale le terrain quand on est en possession du ballon. Donc chacun doit occuper une zone afin d'étirer l'adversaire au maximum. Et en fait, on peut se retrouver avec des mouvements de changement de position. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une occupation du terrain la plus large possible et avec toutes les zones possibles. On l'oppose au relationnisme où là on va casser un peu certaines idées du jeu de position où en fait on n'aura pas forcément une occupation du terrain idéale dans le sens où on va pas forcément occuper toutes les zones du terrain mais on va chercher à se rapprocher le plus possible afin de favoriser les relations notamment courtes entre les joueurs. En fait, ce qui me dérange dans ces deux idées-là, c'est qu'on oublie et qu'on exclut certaines possibilités. Et ne tomber dans l'extrémiste de ces idées est selon moi très très mauvais parce qu'encore une fois on s'éloigne du jeu tout simplement. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous dis pas que c'est la solution idéale, je vous dis juste que c'est quelque chose qui est intéressant, qui doit être travaillé et c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années maintenant. Alors, peut-être que certains connaissent, peut-être que certains ne connaissent pas. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un auteur qui a écrit un livre à ce sujet, alors pas que sur ça, mais qui nous propose d'avoir une vraie analyse sur notre pratique et aussi d'y réfléchir énormément. Les espaces d'action vont nous permettre d'avoir une nouvelle analyse du jeu et aussi de guider nos joueurs
dans une meilleure pratique, si je peux dire ça comme ça. Alors peut-être que je ne vais pas utiliser tout le temps les bons termes, je ne serai jamais aussi précis, jamais aussi performant que l'auteur lui-même qui a créé ces espaces d'action et qui les expliquerait beaucoup mieux que moi. Je vais essayer de vous en dire ce que j'ai compris, ce que j'essaye de mettre en place et comment j'essaie de le transmettre à mes joueurs. Alors, le domaine du football, ça va être le point de départ pour expliquer les espaces d'action. Donc le domaine du football, on va le représenter sous cette forme-là. Pourquoi sous cette forme-là? Parce que là, on peut dire que cela ressemble à une galaxie insondable, ce sont les mots de Philippe Sibu, même si François Bigrel, lui, préfère l'image du magma. Donc, à partir de ça, on va y définir 3 points, et c'est l'apparition de nos espaces d'action. Donc, nos 3 points pourraient être représentés par des centres de gravité, où en fait chaque situation va venir se situer plus ou moins proche de ce point. C'est pourquoi on va arriver avec un schéma qui va ressembler à ça. Donc, dans l'espace vert, ça sera toutes les situations qui vont se rapprocher de l'espace d'action ouvert. Plus la séquence va être éloignée de ce point, plus elle va se rapprocher d'un autre espace d'action. Tout ce qui n'est pas compris dans ces espaces d'action, c'est des situations qui sont compliquées à mettre sur cette grille d'analyse. Donc c'est notamment, on parlera d'une situation précise, mais vous allez le voir après. L'idée globale des espaces d'action, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va inverser tout ce qu'on a vu jusqu'auparavant, et en fait, peu importe l'espace d'action dans lequel on va se retrouver, c'est la situation qui va guider l'action. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. On ne va plus se fier à un espace géographique, on ne va plus se fier au porteur de balle, on ne va plus se fier à des idées préconçues de jeu comme du jeu de position, du relationnisme ou autre. C'est la situation qui va guider l'action des joueurs, que ce soit de manière individuelle ou collective. Et ça, vraiment, c'est un changement qui, selon moi, je trouve très très intéressant et ça nous rapproche des objectifs que j'ai évoqués au début de cette vidéo en disant qu'on veut créer un joueur qui est capable d'être intelligent. C'est un terme qu'on pourrait prendre le temps de définir. Qu'est-ce qu'on entend par un joueur intelligent? J'en donnerai peut-être une définition lors d'une prochaine vidéo. Mais pour moi, très simplement, un joueur intelligent, c'est un joueur qui est capable d'être autonome dans l'activité et qui est capable de s'adapter aux problématiques qu'il rencontre. Donc là, on peut rejoindre énormément de théories, que ce soit Philippe Sibu, François Bigrel, Claude Fauquet, qui énoncent que quelqu'un qui est intelligent dans sa pratique, c'est quelqu'un qui est capable de faire face aux différentes problématiques qu'il rencontre. Et je pense honnêtement que ces espaces d'action sont une vraie solution pour le joueur afin de y trouver pas forcément des réponses précises et concrètes, mais de savoir se situer dans son environnement. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que les espaces d'action veulent dire? Donc alors, pour essayer d'expliquer ça à nos joueurs, il faut essayer d'en donner une définition un peu plus précise, parce que si on reste sur des termes d'action, espace d'action fermé, d'équilibre dynamique, ouvert, ça peut être flou pour les joueurs. Donc là, je vous ai mis des définitions pour essayer, c'est des sortes d'indicateurs qui pourraient nous aider à identifier tel ou tel espace d'action. Donc je vais les lire très rapidement avec vous. L'espace d'action fermé, forte pression temporelle, défense en barrage qui réduit les espaces et met beaucoup de densité proche du ballon. Donc peut-être que ça paraît flou pour certains, j'ai mis des exemples avec des images tirées du jeu et de certaines équipes pour vous expliquer un peu plus précisément et ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Espace d'action ouvert, je vais commencer par celui-ci, c'est une équipe qui est en total déséquilibre, qui n'est plus capable de gérer la profondeur efficacement, c'est un rideau défensif qui est mal ajusté. Donc on se retrouve avec deux extrêmes, entre l'espace d'action fermé et l'espace d'action ouvert. Espace d'action fermé, on va être face à une équipe qui nous réduit toutes les solutions proches, qui plutôt va nous proposer un pressing. Et à l'inverse, espace d'action ouvert, c'est une équipe qui sera en total déséquilibre. Donc cet espace survient notamment après la perte de balle. L'équipe qui
avait le ballon et en déséquilibre et n'est plus capable de gérer efficacement les espaces qu'elle a libérés. L'espace d'action d'équilibre, si on peut l'expliquer simplement, on se retrouve un petit peu entre les deux, entre espace d'action fermé et espace d'action ouvert. On n'est pas forcément dans l'un ni dans l'autre, on est un peu dans un entre-deux. La défense est en place, mais elle ne vient pas nous presser. C'est communément ce qu'on appelle des blocs bas, des blocs médians, même si là on se retrouve peut-être avec des termes qui vont plutôt se fier à un espace géographique, mais c'est pour faire le rapprochement et pour mieux expliquer l'espace d'action d'équilibre. C'est une défense qui est en place, mais qui ne cherche pas forcément à récupérer la balle. Donc revenons à notre schéma sur le domaine du football et sur nos espaces d'action qui ont autour d'eux un centre de gravité. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver dans quel centre de gravité vont se situer les situations que je vais vous présenter. Donc, je vais vous guider et on va essayer de le faire ensemble et je vais le faire pour vous plutôt dans cette vidéo. Donc, on se retrouve avec une première situation de Manchester City, cette première image. Donc, on peut voir la défense du Sparta Prague qui est en place, qui n'est pas forcément dans une optique de récupérer la balle. Donc, la situation, voilà, très facilement, très claire, peut-être pour moi, parce que j'ai l'habitude maintenant d'analyser de cette façon-là. On se retrouve pour Manchester City dans un espace d'action d'équilibre dynamique. Donc, une fois qu'on a repéré cet espace d'action, on va le situer dans notre domaine, on se retrouve dans ici l'espace d'action d'équilibre. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est par rapport à chaque espace d'action, c'est y associer un objectif. Donc chaque espace d'action a un objectif précis et cela va guider notre action, et que ce soit individuel ou collectif. L'espace d'action d'équilibre et l'espace d'action ouvert ont deux objectifs qui sont déséquilibrer, finir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand on repère ces espaces d'action, tout de suite, ce qui doit nous arriver très vite en tête en tant que joueur, c'est l'objectif de déséquilibrer et de finir. Donc l'espace d'action d'équilibre dynamique, on sera plutôt sur déséquilibrer, alors que dans l'espace d'action ouvert, on sera plutôt sur finir. L'espace d'action d'équilibre dynamique, il faut chercher à déséquilibrer l'adversaire. Voilà l'objectif quand on repère cet espace. C'est quelque chose qui sera très important pour la suite, j'y reviendrai après. Pour l'espace d'action fermé, l'objectif sera de conserver la balle ou de réussir à progresser. Donc, une fois qu'on arrive à repérer l'espace d'action, on y associe l'objectif très rapidement. Et après, si vous comprenez ce fonctionnement, cette grille d'analyse, en fait, cela va nous permettre d'avoir une lecture très rapide des situations. Donc là, si on prend situation avec le Japon récupère la balle. On voit très bien que la défense de l'Allemagne est en total déséquilibre. Ils ne sont plus en capacité de gérer efficacement la profondeur. Et on voit que l'objectif pour le Japon va être de finir l'action le plus rapidement possible pour profiter de cet espace d'action. Donc ils vont essayer de verticaliser au maximum leur intention de jeu pour aller marquer. Donc on se retrouve avec le même schéma. Donc là on classe la séquence et la situation du Japon dans l'espace d'action ouvert. J'ai pris un dernier exemple. Cette fois-ci, on se concentre sur Manchester City, sur Tottenham, pardon, qui se retrouve dans un espace d'action fermé, où en fait on voit que toutes les solutions proches sont bloquées. Ils subissent ce qu'on appelle plus précisément, de manière plus commune, un pressing. Donc là, l'intention, on le voit, ils essayent de conserver la balle pour par la suite progresser avec des règles d'action, des principes d'action qu'on verra un petit peu par la suite. Mais voilà, très rapidement, si on arrive à avoir ça en tête et à repérer ça, ça va guider l'action de nos joueurs par rapport au jeu et par rapport à la situation. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que ça colle plus au jeu. Si on arrive à faire comprendre aux joueurs l'objectif associé à chaque espace d'action, ils vont pouvoir avoir une action individuelle et collective qui
va respecter des choses qui sont pour nous très importantes, comme la créativité, c'est un terme qu'on entend énormément. En fait, le fait d'avoir cette grille d'analyse pour les joueurs va leur permettre d'avoir une libre action dans un cadre. C'est-à-dire que par exemple, si on se retrouve dans l'espace d'action fermé, on sait que l'objectif c'est de conserver, progresser, mais on ne va pas y définir des règles d'action individuelle précises, même si on peut en retrouver quelques-unes qui va pouvoir les aider. Ça va leur laisser une certaine liberté. Là où on va pouvoir avoir notre action, nous, en tant qu'entraîneur, c'est de savoir si les actions individuelles ou collectives permettent de respecter l'objectif de l'espace d'action. Et c'est là où on va pouvoir agir avec eux et en leur laissant une certaine liberté dans les choix techniques, relationnels, d'accord, où on va pouvoir du coup respecter la singularité de chacun. Chacun ne va pas utiliser les mêmes techniques pour atteindre l'objectif de l'espace d'action. Et c'est là toute l'importance et tout ce qui est intéressant par rapport à cette analyse des espaces d'action, c'est qu'en fait on va permettre à chacun de s'exprimer par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses points forts dans le jeu. Alors forcément ça demande au coach de peut-être un peu moins maîtriser les choses, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est très intéressant. C'est quelque chose que j'utilise depuis quelques années, sur lequel j'essaye de travailler. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que je viens de dire c'est la vérité et que c'est comme ça qu'on doit travailler. C'est juste dans l'idée de vous présenter quelque chose de nouveau peut-être, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui nous permettrait peut-être de respecter un peu plus le jeu, de respecter aussi un peu plus les objectifs qu'on se fixe en tant que coach, et permettre aux joueurs de mieux comprendre le jeu. Et je pense que c'est un objectif qu'on a tous en tant qu'entraîneur, éducateur, coach, où en fait on veut que notre équipe arrive à avoir la même vision, une vision commune, collective, pour faire face aux problématiques rencontrées lors d'un match de football. J'espère que vous avez apprécié, peut-être que certains n'ont pas apprécié, peut-être que d'autres euh, ont des interrogations, et c'est tout l'objectif de cette vidéo. J'en ferai d'autres, je pense, parce que c'est un sujet qui est assez vaste, sur lequel on peut parler des heures et des heures. L'idée aujourd'hui, c'était de faire une introduction rapide. J'espère que j'ai été précis. J'espère que vous avez réussi à comprendre là où j'ai voulu vous emmener. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations. Je pourrais également vous conseiller la lecture du livre de Philippe Sibu, Parlons foot autrement, qui évoque ces espaces d'action avec une réflexion au préalable sur notre pratique, sur euh, tout ce que on peut mettre en place nous en tant qu'éducateurs, sur la vision de manière plus globale du foot. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, on se dit à très bientôt.